Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Il y a 2 ans, Facebook changeait de nom pour Meta. L'objectif derrière cette décision était de faire rentrer le groupe dans le fameux Web 2.0 porté par diverses technologies dont la réalité virtuelle. Nous sommes maintenant en 2023 et aujourd'hui, l'environnement virtuel de Meta, le fameux Metaverse Horizon World, peine à ramener des utilisateurs. Pourquoi ? Est-ce que Mark Zuckerberg a eu tort de miser sur cette technologie ? L'a-t-il seulement comprise ? Aujourd'hui, dans Azerty, on s'intéresse à la réalité virtuelle. On va chercher à comprendre ce que font les gens dans ces espaces virtuels, l'influence sur leur identité et comment s'organisent les communautés de ces lieux si particuliers. Pour ce faire, avec Guglielmo, nous avons eu l'occasion de discuter avec Chatman, danseur et concepteur d'espaces virtuels sur VRChat. Alors VRChat, c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement un autre métaverse. Un métaverse différent de celui de Facebook, mais notre invité l'expliquera mieux que moi. Premier truc déjà à mentionner, parce que quand on dit la VR, les gens ils font « Oh là, c'est parti, on va me vendre des NFT, des trucs comme ça ». Et en fait, c'est loin de tout ça. On est loin de Meta, on est loin de Facebook, on est loin de ces trucs qui veulent que tu ailles sur une sorte de plateforme dystopique et bosser pour ton patron. Moi, donc du coup, je suis créateur sur VRChat, qui est une plateforme qui est pas ouverte, on va pas se mentir, c'est pas un logiciel ouvert, mais elle offre en fait une possibilité de création tellement gigantesque que sur cette plateforme, plusieurs groupes se sont créés naturellement. On a à peu près tout et n'importe quoi, donc effectivement, comme on disait, donc les concerts, et en plus derrière, en dehors de ça, effectivement, il y a des groupes de danse, des groupes qui vont essayer de faire apprendre aux gens des langues, parce que finalement c'est un peu international. C'est un peu viens avec ta passion. Si tu as un peu d'esprit créatif, tu peux le créer, puisque VRChat c'est une plateforme où le contenu est totalement créé par ses utilisateurs. VRChat fournit une SDK, et si vous connaissez un peu Unity, faire du Blender, etc., et que vous trouvez des gens qui veulent bien faire ça avec vous parce que vous trouvent ça cool, bah allez-y quoi, parce que tout est à disposition. J'imagine que tu as une première barrière, si je puis dire, à l'entrée, qui est celle du matériel. Donc, on a besoin de quoi pour entrer dans VRChat ? Eh ben, d'un PC, même pas de la VR. Bon, comme le contenu est fait par les utilisateurs, s'ils font du contenu qui n'est pas optimisé, bah, le PC il va cracher un peu, mais en général, comme c'est fait pour de la VR, parce que la majorité des utilisateurs sont en VR quand même, eh ben, si vous avez un PC qui tourne à peu près n'importe quoi, si vous jouez à du Counter-Strike, etc., ça va tourner, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez y aller juste comme ça, et après, vous pouvez investir sur le matos qui coûte une blinde, on va pas se mentir. On peut aller de 400 € pour un casque à pas de limite, on va pas se mentir. Il y a toujours des startups qui créent des nouveaux équipements qui peuvent faire plaisir à certaines personnes. Donc par exemple, on disait par exemple ressentir la musique. Effectivement, avec un casque, on sent moins la musique que si on avait une veste haptique qui va littéralement faire bouger ta cage thoracique quand il y a la basse qui tape. Donc du coup, ça peut aller très très loin, mais un casque en général, on va compter quand même 700 000 balles pour le setup entier. Il faut un PC un peu de gamer avec une bonne carte graphique, surtout pour VRChat. Il faut commencer à mettre 2000 balles quoi. Ok. En 2000 balles, on commence à être large. Et qu'est-ce qui se passe la première fois qu'on se connecte à VRChat alors ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, initialement, on trouve rien. Parce que on connaît personne, évidemment, et il faut connaître les gens pour savoir où les trucs se passent. Et c'est ça un peu la grande crainte de beaucoup de gens, en fait. Beaucoup de gens ont lancé peut-être le jeu une fois, ont vu ce qui se passait, et ont fait « Ouais, non, alors là, c'est le bordel, moi j'ai pas envie », et ne jamais revenir. Mais en fait, derrière, il y a des grandes communautés, et donc c'est principalement via des Discord ou même des sites web de création de festivals. À partir de ces endroits-là, vous pouvez trouver en fait les bons liens
pour arriver directement dans les instances. Des instances qui sont initialement un peu fermées. Donc du coup, il faut savoir trouver où. Et en général, ce qu'on dit dans la communauté, c'est qu'il faut trouver une personne qui va vous prendre par la main et va vous faire un peu découvrir ce qui est réellement derrière ces mondes publics que en général personne veut être dedans. Déjà ici, Chatman nous décrit le contraire du métaverse des GAFAM. Si Zuckerberg veut nous vendre une ville, une police numérique, où l'on peut se connecter en 3D avec n'importe qui, sous l'égide de Meta qui nous crée cette ville pour nous, Chatman nous décrit un monde de village, de salles où on rentre en frappant poliment à la porte. Et je trouve intéressant qu'il fonctionne plus que celui de Zuckerberg. Mais voilà, finalement, pour créer tout cela et le faire vivre, il faut du travail. Voyons donc ce qui fait Chatman et ce qu'il faut pour faire vivre ces communautés. La communauté de laquelle je m'occupe principalement, ça s'appelle Verdancing et on est 25 staff. On est un Discord aujourd'hui de 1800 utilisateurs avec environ 200 personnes par semaine uniques qui viennent à nos événements. On est quand même pas mal, c'est 25, ça fait quand même beaucoup. Je représente aussi Slyfest qui est un festival fin août en général. Et ça, donc, c'est sous l'idée d'une seule personne qui est Sly. Et derrière, il y a une team de 10 captains et une bonne quarantaine de gens comme ça qui veulent aider. Donc on peut aller du DJ. On peut aller aussi donc du coup des gens qui font de la promotion, des gens qui vont construire des maps, des gens qui vont créer des avatars. Moi, je fais plus partie de la production, donc trailer, filmer, pour créer en fait un peu un lore derrière, parce qu'il y a une petite envie de ça. En fait, littéralement, sur VRChat, si tu sais faire un truc, tu seras utile. C'est côté communautaire, tu insistes beaucoup, c'est intéressant, mais je trouve que, et dans le monde réel et dans le monde virtuel, on a toujours un problème énorme qui est l'autogestion et l'auto-organisation, ou sur Internet aussi sa déclinaison qui est la modération. Du coup, comment ça marche la prise de décision chez vous ? Sur des communautés, genre par exemple de rave, etc., on va avoir des gens qui sont des bouncers, vraiment. Mais genre vraiment des gens qui vont être à l'entrée, pas qui vont te dire tu passes pas ou tu passes pas parce que en fonction de comment ton avatar est habillé, sinon ça casserait un peu le truc. Mais on va avoir des gens qui vont être là, qui vont écouter les conversations, qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de trucs qui se disent qui sont pas acceptables. Et dans ce cas-là, après, comme une plateforme en ligne, etc., il y a des techniques pour virer les gens d'une instance, les kicker, les ban, etc. La technique actuellement sur VRChat est pas super, donc en général c'est un peu autogéré par les communautés. Donc c'est des outils qui sont faits par les communautés pour virer quelqu'un, parce que la plateforme n'a pas des outils suffisamment puissants aujourd'hui. Un des buts de cette année pour VRChat, c'est de mettre des systèmes de groupe où en fait on peut bannir des gens de groupe et avoir des instances uniquement pour ce groupe, etc. Donc pour gérer, c'est beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, c'est un peu autogéré avec des outils qui sont faits par la communauté. Donc on peut parler de trucs assez ingénieux, hein, mais genre un outil qui va faire crasher le jeu de quelqu'un. Donc là, Chatman nous dit que la communauté invente elle-même des dispositifs de modération pour pallier au manque de moyens mis en place par VRChat. À titre personnel, je trouve ça vraiment fascinant. Mais qui dit communauté, dit forcément décision, à un moment ou un autre. Cette question nous intéresse, alors on demande à Chatman comment les décisions sont prises au sein d'une communauté de réalité virtuelle. Donc Verdancing aujourd'hui c'est tourné un peu en mode chaque staff member a la même valeur là, et on a des mesures en fonction de ce que les gens pensent. Alors évidemment après, comme tous les âges, etc., il y a des gens qui ont un profil plus de leader que tout le monde, les gens vont suivre, et je pense que pour beaucoup de communautés sur VRChat c'est le cas aussi, parce que c'est le créateur de la map ou c'est le mec qui a initialisé le groupe. Ça, c'est vraiment dépendant du moment même. Il y a même des groupes qui se sont dissous et qui se sont recréés indépendamment par d'autres personnes. C'est pas voilà, il y a pas de loi, de constitution, etc. C'est très chill. Et alors, en étant un vétéran des mastodons et en connaissant comment l'homo sapiens se comporte sur Internet, est-ce qu'il y a eu déjà des guéguerres entre communautés ? Ah bah bien sûr. Tu nous caches des choses là. Oh, le drama sur VRChat, attends, c'est tout un sujet. Non, en fait, déjà, ce que je dis souvent, c'est que VRChat, c'est une plateforme quand même pour des introvertis, hein. C'est quand même des gens qui veulent pas sortir de chez eux pour aller rencontrer des gens.
Et voilà, donc du coup ils mettent un casque et du coup il y a beaucoup d'introvertis, des gens qui veulent s'améliorer sur leur façon de parler avec les autres. Il y a des différences de langue aussi, et du coup il y a beaucoup d'incompréhension de problèmes de communication ou des gens qui en fait vont juste s'imaginer des trucs. Et quand on est dans un cercle où il y a beaucoup de gens qui sont pas très aptes socialement, oui, le drama va arriver assez souvent. Il y a toujours du drama, mais ça c'est un peu partout. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. En dehors de ça, moi personnellement, mon expérience personnelle, c'est que ça s'est toujours généralement plutôt bien géré par amour de la plateforme. J'avoue que quand j'ai rencontré les mondes de Chatman, l'idée qu'il y ait des gens qui passent toute la journée en VR et qui passent leur temps à danser, c'est exactement ce que j'imaginais pouvait être les métavers après avoir lu Ready Player One d'Ernest Cline. Dans les livres ou dans les films, la technologie VR s'est diffusée dans une société un peu dystopique et nostalgique, mais il reste que les casques VR dans ce monde soient à la portée de tous et toutes. Alors ça, c'est pas le cas pour le moment dans notre ligne temporelle. Du coup, vu que le matériel est très cher, je suis curieux de savoir quel profil de personnes on retrouve dans VRChat. Il y a quand même pas mal de développeurs, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui vont être, on va dire, dans leurs 25-30 ans. S'ils sont développeurs, en général, ont un peu accès à l'argent pour pouvoir acheter ce genre de matos. Mais on a énormément, au final, quand même, d'étudiants qui ont commencé, en fait, sur PC tout simple ou sur un laptop tout moisi qui lag à mort. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte de la plateforme et en fait, veulent investir lourdement dedans. Donc, ils vont garder leur argent pendant pas mal de temps ou même peut-être des gens de la communauté vont leur acheter un casque. Dépenser cet argent-là, pour certaines personnes, c'est nécessaire. Je dis pas que c'est pour tout le monde, évidemment, parce que la VR, c'est pas pour tout le monde, comme on a dit, un Ready Player One très dystopique. C'est pas pour tout le monde, mais pour les gens en fait qui trouvent en fait cette plateforme comme la plateforme parfaite pour eux, et ben à ce moment-là, en fait, ils vont mettre le sacrifice, j'ai envie de dire, qui peut être quand même assez lourd, hein, parce qu'on peut parler carrément de ce qu'on appelle en anglais l'escapisme, donc essayer de fuir la réalité. Les gens dedans ne voient pas ça comme un remplacement de la réalité. Au contraire, les gens sur VRChat ont beaucoup tendance à vouloir se rencontrer. Surtout que comme c'est une plateforme qui est sociale, où on peut traîner avec ses potes, etc., et ben c'est très rapide de vivre en fait avec ses potes à travers le monde en étant dans VR non-stop. Un aveu s'impose à ces stades. Chatman nous a déjà montré à quoi ressemble le monde de la VR dont il parle. Il faut donc imaginer qu'entrant dans ces communautés, équipés de son casque, on se retrouve d'abord dans un espace virtuel, certes, mais en 3D, avec des objets, des meubles et des gens qui ont leur occupation. Seulement leurs avatars, leur représentation numérique, c'est-à-dire la manière dont ils se présentent dans ce monde, peuvent ne correspondre à aucune de leurs caractéristiques dans le monde physique. Cela signifie que l'on est libre d'avoir pour les autres l'image qu'on veut. Du coup, un monde de personnes introverties, un peu geeks, très dans l'informatique, qui ont la liberté d'apparaître comme elles le souhaitent. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des avatars que nous avons vus correspondent plutôt à une image féminine. Or, l'informatique étant connue comme un domaine assez genré, cela m'amène à me poser quelques questions sur ce qui se passe de ce point de vue du genre. J'ai envie de reprendre l'exemple en général des MMORPG. Sur World of Warcraft, pourquoi il y a autant d'utilisateurs avec des avatars féminins, etc. Alors sur VRChat, on va pas se mentir, c'est quand même un bon 95% de anime girl à droite à gauche, ou de Fury, ou autre chose complètement ésotérique que personne ne pourrait imaginer, parce qu'il y a des créateurs qui sont comme ça. C'est une plateforme où il n'y a pas de jugement, on va pas se mentir. Les questions de genre sont un peu abattues, aux mêmes questions que les questions d'âge. En fait, la personne en face de toi, t'as l'avatar, c'est le seul truc que tu vois, t'as la voix, tu connaîtras jamais l'âge vraiment, sauf si la personne te dit, c'est très difficile à déterminer. Donc en fait, sans me rendre compte, je me suis fait des potes avec des gens qui ont 45, 50 ans, quoi. Mais en fait, en général, juste, t'as un peu cette déconstruction en fait du genre par rapport à la voix dans VRChat, simplement parce que l'avatar est beaucoup plus expressif pour une personne. Ce que je comprends dans ce que nous dit Chatman, c'est que le fait d'avoir un avatar d'anime girl, comme il le dit, c'est pas vraiment anecdotique. C'est carrément un code social propre à cet environnement virtuel. Mais dans une immersion aussi importante que permet la VR, est-ce que l'avatar influe sur le comportement de l'utilisateur en plein jeu ? Oui, énormément. Alors,
Il y a une étude qui s'est faite à Rennes, hein, déjà, qui est sur le changement de comportement par rapport à la perception de son corps et appliquée à la VR. Alors je ne suis pas du tout dedans, hein, j'ai pas fait partie de ce groupe, etc. Mais j'en ai entendu parler et il y a eu pas mal d'études en fait dans le secteur. Et moi, mon expérience personnelle, de toute façon on le voit, hein, c'est que oui, tout à fait, en se percevant plus féminin, on va faire plus des mouvements qui sont stéréotypés du genre affiché. C'est assez standard, mais c'est peut-être difficile à imaginer, mais avoir un gars qui va à la gym et qui se dit 6, hein, donc 6 hétéro, il n'y a pas de voilà, qui va à la gym, qui est super buff et qui va mettre un casque et qui va être une loli de 50 cm de haut, qui va faire des petites têtes en se penchant la tête, en parlant peut-être un peu différemment. C'est quelque chose qu'il faut imaginer avec le temps en fait. Plus on va s'identifier à son avatar, plus en fait on va mélanger un peu le réel du virtuel, puisqu'au final les gens te connaissent sous cet avatar, si c'est ton avatar principal, et du coup en fait ne serait-ce que le body language va un peu merger entre les deux. Est-ce que tu as ressenti l'effet aussi inverse du monde virtuel? Est-ce que certains comportements ont découlé dans les mondes réels? Oui, et de toute façon, quand je disais tout à l'heure, donc personne qui se présente comme masculin, il y a beaucoup aussi quand même de FTM, donc female to male. On fait aussi un peu la blague sur VRChat en général, quand tu vois une anime girl, tu sais que c'est un mec, et quand tu vois un avatar de mec avec des gros abdos, bah c'est une meuf. Et en fait la meuf en question, elle peut être complètement cis, mais elle va être quand même elle va involontairement peut-être, ou juste par stéréotype, faire du manspreading comme tu pourrais imaginer, quoi. C'est dans les deux sens. Ok, j'ai compris toutes ces relations avec les avatars, mais du coup la question pour moi découle naturellement. T'as combien d'avatars? Moi j'en ai un. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plusieurs avatars? Oui, il y a plein de gens qui vont toujours changer. Est-ce que leur personnalité change en fonction de l'avatar qu'ils choisissent d'incarner? Et c'est ça le plus drôle. Oui, mais non. En fait, avec la technique, donc la VR en général, on voit ça comme le casque et tout, et les gens, les mouvements, c'est pas ouf. On voit pas vraiment. Sur VRChat, il y a ce qu'on appelle le full body, qui en fait, on ajoute des trackers sur soi. C'est un peu comme de la mocap. Et du coup, en fait, ça permet de tracker absolument tout. Tous les mouvements, et ne serait-ce que ça, juste ça ajouté, ça permet en fait d'identifier quelqu'un par ses façons d'être présent dans l'espace, juste les petites mimiques en fait physiques qui permettent en fait de retrouver quelqu'un. Donc moi j'ai des gens où ils ont un avatar depuis tout le temps, comme moi. Et c'est facile de le reconnaître parce que c'est l'avatar. Mais ces gens qui en fait changent l'avatar tout le temps, en général, ce que tu vas observer, c'est ils vont garder une même gamme d'avatars, anime girl ou furry, etc. Ils vont avoir une color palette assez spécifique à eux-mêmes. Moi, j'ai en mémoire, par exemple, un de mes potes qui a en fait toujours les cheveux rouges ou des reflets rouges dans ses cheveux. Leur changement de comportement, quand ils traversent pas mal d'avatars comme ça, au final, ça reste les mêmes. Et ça reste, je dirais, peut-être moins genré qu'une personne qui va rester toujours sur le même avatar et qui va être complètement immerse dans cet avatar à 100%. La question de l'avatar et de la transformation presque qu'il opère nous intéresse. Avec Gu, on s'est demandé s'il n'y avait pas un côté désinhibant à incarner un personnage radicalement différent de soi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, on n'a pas attendu les jeux vidéo ou les MMORPG pour en fait se rendre compte que les gens ils aiment bien se déguiser. C'est con, hein, mais en fait, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est euphorique de toute façon. Et c'est une façon de le faire, mais encore plus loin. Donc c'est un peu carnaval, peut-être, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est plus une raison interne qui peut être un peu plus lourde. Mais dans tous les cas, en fait, il n'y a pas vraiment de jugement entre pourquoi. Et du coup, ça marche plutôt bien. Mais la question me vient aussi naturelle, et on a parlé des désinhibitions déjà. Est-ce que toi, tu dansais avant ou pas? Non, jamais de la vie. Mais vraiment jamais de la vie. Moi, faire du sport, mais n'importe quoi. Non, en fait,
je suis vraiment un dev pur, le gros geek qui sort pas de chez lui, qui joue aux jeux vidéo. Je ne fais pas de sport, j'ai jamais aimé ça. Et en fait, la raison, c'est l'avatar, encore une fois, on en revient là. Il y a une sorte d'euphorie à ce niveau-là. Et en fait, très rapidement, moi j'ai une personnalité addictive. Et du coup, j'ai très rapidement, me suis très rapidement tourné addictivement à ça. Alors aujourd'hui, danser in real life, IRL, tout ça. Oui, je le fais plus parce que le tracking a des limitations évidemment. Mais moi, aller dans une rave party, dans une cave un peu bizarre, etc. Et pour aller danser, non, c'est pas quelque chose trop pour moi. Maintenant, j'ai plus une appétence pour le faire peut-être. J'ai pas eu la possibilité aujourd'hui. Et j'ai aussi un peu cette question de club de danse, pourquoi pas, pour apprendre un peu plus, mais réellement dans le monde réel. Pour l'instant, j'ai pas fait le pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. C'est une façon de découvrir. Mais c'est vraiment en fait la VR qui a amené cette passion, on va dire, qui était un peu inattendue pour une personne qui ne veut pas faire de sport. Bon, je dois avouer qu'avant cette émission, j'étais pas le plus convaincu par la réalité virtuelle. Mais quand on entend Chatman nous raconter son expérience immersive et sociale au sein des communautés, je me demande pourquoi la VR n'a pas encore envahi le quotidien du plus grand nombre. Puis, je repense à ce que je connaissais des espaces virtuels immersifs avant cette interview. Et je repense évidemment au métaverse de Meta. Franchement, ça me donne pas envie. Peut-être avez-vous vu passer ces salles de réunion virtuelles dans lesquelles Mark Zuckerberg nous imagine travailler ? Je peux citer aussi Walmart qui voulait nous faire consommer dans un supermarché dématérialisé. Bref, des exemples d'appropriation du métavers par les grandes entreprises, il y en a plein. Et ça a dû se voir. Alors ma question est biaisée peut-être, mais je demande quand même à Chatman si pour lui, ces entreprises n'ont pas un peu dégoûté les gens du métavers. Oui, ça a dégoûté parce qu'en fait, on sait très bien, tout le monde voit très bien ce que c'est. On a tous bouffé suffisamment de science-fiction pour savoir que c'est le truc le plus dystopique possible. Alors, je l'ai dit moi-même, il y a des trucs, voilà, il faut faire attention. Parce que comme tout, on peut très vite addicter, etc. Mais ce qu'essayent de nous vendre des grandes corporates, etc., des social platforms très corpo, ça on l'a eu dans le passé. Et se sont toutes écroulées. Le métavers de Meta, les premiers visuels qu'on a vus, c'était autour d'espèces de visio modernes, mais en réalité, déjà qu'une visio, pas grand monde aime ça, donc avec un casque de réalité virtuelle. Et après, ils se sont dit, bon, alors il faut quand même attirer les gens, on va faire des concerts. Mais le problème, c'est qu'en fait, déjà, leur plateforme, elle est complètement lifeless. Hein. On n'a pas de jambes, alors que VRChat le fait depuis des années. Chaque fois qu'il y a un nouveau truc sur Metaverse, et même VRChat le fait mieux. Et en plus, je peux être une cute anime girl, donc c'est mieux, quoi. Les gens, sont pas dupes. Et ces concerts, il y a peut-être des gens qui sont allés un petit peu, mais par force de curiosité, pas pour y rester. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient allés sur Meta qui se sont fait vraiment des potes. Alors que sur VRChat, tu vas sur VRChat, tu te fais des potes et tu restes pour ça. Et du coup, dans ton discours, il y a une chose qui me frappe. J'ai un peu l'impression que les bons métavers, c'est-à-dire le métavers qui n'est pas vide, qui n'est pas mort, qui n'est pas descendant et qui ne dépend pas de Mark Zuckerberg, a vocation presque à être minoritaire ou très communautaire. Je pense tout simplement qu'en fait, les grands métavers qu'on veut, que les grandes entreprises veulent nous faire boire, personne ne va les prendre. Sauf si on est forcé. En dehors de ça, sauf s'il y a vraiment une utilité ultime publique, mais bon, je pense pas que les gens voient une grande utilité de mettre littéralement un... Parce que on prend cet exemple-là, c'est de mettre un micro-ondes sur ta tête juste pour aller bosser. Pour mettre un casque VR, il faut quand même une certaine détermination. C'est pas confortable, c'est pas les plus grandes résolutions possibles, ça crache, ça casse, c'est pas non plus le truc le plus durable. Ça marche très très bien, mais c'est trop il y a trop d'inconvénients pour que les gens vraiment aient envie de l'utiliser pour leur boss. Et du coup, je pense même que les gens, s'ils étaient forcés à utiliser ça, ils feraient un peu genre... Je pense qu'il y a une sorte de rébellion envers ce type de monde, alors que le monde que je représente actuellement, c'est plus purement communautaire. Et en fait, c'est plus... Ce que ça t'offre, c'est plus une alternative à sortir dehors sur ton temps perso un week-end pour aller faire une sortie avec tes potes, etc. Sauf que cette fois-ci, c'est la même chose, mais avec des potes qui sont dans le monde entier, quoi. Merci au créateur et danseur VR Chatman pour avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations sur sa communauté de danse,
on vous renvoie vers le site vrdancing.info. Cet épisode d'Azerty signe déjà la fin de cette 2e saison. On espère que nos épisodes vous ont plu, nous on a pris beaucoup de plaisir à les faire. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur toutes vos applications de podcast. Sur ce, merci d'avoir écouté, c'était Azerty et on vous dit à bientôt sur Syllab et en podcast pour de nouvelles aventures numériques. J'aime bien venir ici, parce que le Wi-Fi va super vite. Y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.